Salut à tous. Bon, bah, comme d'habitude, hein, la période des transferts joue avec nos nerfs. C'est une période pendant laquelle bon, on stresse à la place de nos champions. On veut le meilleur pour nos champions, notamment dans la perspective des matchs couperets qu'on va avoir en septembre, dans la perspective de la CAN. Mais plus largement, les Ivoiriens, ce qu'on veut, c'est revivre l'époque de la génération dorée, dans laquelle on avait plusieurs joueurs qui évoluent dans les plus grands clubs. Et c'est ce qu'on souhaite pour cette génération, parce qu'on a tous conscience que, en tout cas moi, c'est ma conviction, que la génération qu'on a là aujourd'hui est au moins aussi douée, au moins aussi talentueuse que celle justement de la génération dorée. À l'époque, bien sûr, on avait les Drogba, les Yaya Touré, etc. Mais je pense qu'en quantité, on a vraiment des joueurs à fort potentiel qui sont très jeunes encore et qui s'ils font de bons choix, notamment pendant le marché des transferts et puis ensuite tout au long de leur carrière, peuvent vraiment marquer l'histoire du football ivoirien. Ils l'ont déjà fait en remportant la CAN. Et ce à quoi on aspire tous, c'est que ça se concrétise dans le fait donc qu'ils signent dans de grands clubs. Mais il faut y aller pas à pas. Encore une fois, on a l'une des générations les plus jeunes d'Afrique. La moyenne d'âge, on parle souvent d'une moyenne d'âge de 23 ans. Elle est même plus basse lorsqu'on enlève des joueurs plus âgés comme les Aoulou, par exemple notre gardien de but Badra, par exemple, qui fait monter artificiellement l'âge moyen de la sélection. On a vraiment une équipe qui est très 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 jeune et donc voilà, il faut s'armer de patience. En tous les cas, là, on a donc un marché des transferts donc pour tout le monde, hein, qui est très très calme, notamment parce que plusieurs des clubs les plus riches, qui normalement animent le marché des transferts, sont actuellement à la Coupe du Monde des clubs. Donc c'est sûr que le marché des transferts est suspendu à la fin de cette compétition. Mais au fur et à mesure que euh, cette compétition avance et que certains clubs sont éliminés, par exemple, on va voir Chelsea, par exemple, bientôt animer de nouveau le marché des transferts comme ils ont l'habitude de le faire, et d'autres clubs également. On voit que ça commence à bouger même aussi au niveau des Ivoiriens. On a eu encore aujourd'hui des nouvelles. Bah alors, c'est sûr, bon, encore beaucoup de rumeurs, mais qui se concrétisent notamment du côté de Marseille. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse en fait un tour d'horizon, non pas de l'ensemble des transferts, parce que Pascal le fait très bien quotidiennement, il fait un gros travail à ce niveau-là, mais un tour d'horizon notamment par priorité. Il s'agit pas de voir tout le monde. Évidemment, tout le monde ne va pas bouger, et puis c'est pas ce qui est souhaitable. Il y a des joueurs qui doivent absolument bouger, et ils en ont conscience. Il y a des joueurs qui doivent absolument passer un cap. Et la meilleure manière de passer un cap, c'est de changer de club pour pouvoir s'affronter à de nouvelles réalités, avoir de nouveaux défis. Parce qu'en fait, ils ont prouvé dans leur club qu'ils étaient donc sur le point de passer ce cap-là. D'autres peuvent éventuellement bouger. Les choses sont ouvertes. C'est pas forcément toujours une bonne idée, mais euh, ils ont cette option-là. Et d'autres, par contre, doivent absolument rester dans leur club pour pouvoir justement poursuivre leur progression, poursuivre leur évolution et donc s'imposer. Donc, je vais commencer par ce que je considère comme étant des priorités, des joueurs qui doivent absolument bouger parce qu'ils sont arrivés à un cap de leur carrière, à un stade de leur carrière où ils doivent passer à l'échelon supérieur, faute de quoi ils risquent de stagner et donc perdre du temps au final. Le premier et le joueur le plus emblématique dans ce cas-là, c'est certain, c'est Yaya Fofana. Alors, c'est vrai, c'est un gardien de but et le marché des gardiens de but est très, 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 très compliqué. Il y a qu'un seul poste de titulaire par club et il s'agit pas de bouger pour bouger. À partir du moment où vous changez de club et que vous n'êtes pas en position de titulaire, vous passez d'une saison à près de 30 matchs, même souvent même plus de 30 matchs, à une saison en fait où vous allez jouer vraiment juste une poignée de matchs en fait, éventuellement des matchs de coupe nationale, des choses comme ça. Donc vous pouvez passer en fonction de votre position. Si vous êtes numéro un, vous allez jouer 35 matchs. Si vous êtes numéro 2, vous allez jouer 5 matchs. Or, un joueur tel que Fofana, aujourd'hui, qui reste relativement jeune, aujourd'hui a d'abord avant tout besoin de jouer. En aucune manière, il ne peut se permettre de s'asseoir sur le banc et de regarder donc le gardien titulaire jouer. Après, c'est certain que en jouant pour Angers, il, euh,
il est amené donc à faire en fait, une dizaine d'arrêts par match, à être constamment sollicité parce que son équipe subit le jeu. Donc c'est une bonne chose. Ça a été une bonne chose parce que, bah, ça lui a permis donc de progresser, de travailler et cetera. Là, aujourd'hui, le cap qu'il doit pouvoir passer, c'est de pouvoir jouer dans un club où il va, faire moins d'arrêts, mais être décisif. Donc il ne va pas être sollicité pendant tout le match, pendant 90 minutes, mais lorsqu'il a un arrêt à faire, il doit le réaliser. Et ça, c'est le cap qu'il doit être en mesure de passer, et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse tout particulièrement en Côte d'Ivoire parce que nos matchs à nous, dans la plupart des cas en Afrique, dans les compétitions qu'on a amené à jouer, le gardien de but n'est pas sollicité pendant 90 minutes. Il est sollicité une, deux, trois fois par match. Et pendant ces rares occasions, il doit être tout de suite décisif. Et ça, c'est la marque des grands gardiens. Donc, s'il peut jouer dans un club qui lui offre ce contexte-là, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Alors, encore une fois, le marché des transferts des gardiens est très très compliqué et il y a très peu de chances que Yaya puisse signer dans un top club, tel que un top club du style Arsenal, des choses comme ça, on va oublier ça. Il a été question, et il est toujours question qu'il signe notamment au Torino. Les choses sont quand même assez avancées. On a vu que son club Angers avait commencé à chercher son remplaçant, euh, en la personne du gardien burkinabé, qui porte un nom ivoirien, qui est d'origine ivoirienne d'ailleurs, Kofi. On a vu que le gardien burkinabé en question, donc Kofi, a été est sur le point d'être remplacé par Diouf, l'ex-gardien, si j'ai une mémoire si je m'abuse, de l'ex-gardien de Reims. Et donc, voilà, quand il y a un jeu de chaises musicales comme ça, il y a de bonnes chances que les choses soient dans les tuyaux. Et donc, a priori, déjà, c'est certain, Yaya s'en va d'Angers, puisqu'il a déjà été remplacé. Et vraiment, les derniers détails devraient être à régler, en fait, au niveau du Torino. Donc, c'est pas donc c'est une bonne chose déjà qu'il bouge, qu'il se confronte à un autre football, qui passe de la France à l'Italie. Rien qu'en ça, déjà, ça va être un nouveau défi, un nouveau cap pour lui. Mais également, Torino est quand même d'un calibre un peu plus élevé que celui d'Angers. Alors, c'est pas un mouvement, c'est pas un changement radical en termes de niveau. Pas non plus se faire d'illusions. Mais c'est une bonne chose qu'il puisse se faire voir ailleurs et continuer dans sa progression. En tous les cas, Yaya Fofana doit absolument bouger, c'est l'une des priorités, c'est la priorité, qu'il puisse donc bouger. On a également donc Guela Doué. Alors je parlerai pas des deux autres gardiens, parce que de toute façon, euh, Faye a démontré qu'il n'avait pas du tout l'intention de considérer autre chose que sa hiérarchie, son éternelle hiérarchie, c'est-à-dire Fofana en un et Badra en 2. Badra est en fin de carrière, a priori il va rester en Afrique du Sud. La question ne se pose pas, il va rester en Afrique du Sud. Et pour ce qui est du jeune Mohamed Koné, ça va être, en tous les cas, du point de vue de la sélection nationale, son avenir euh, n'impacte pas réellement en fait la hiérarchie de la sélection. Donc ensuite, pour ce qui est donc des défenseurs, une autre priorité, un autre joueur qui doit absolument bouger parce qu'il était arrivé à la fin de son aventure au niveau de Strasbourg, et il a prouvé il avait largement le niveau pour passer à l'échelon supérieur. Il a prouvé qu'il était devenu un cadre malgré son jeune âge. Il est un véritable cadre, un guide pour ses coéquipiers. Et clairement, s'il restait à Strasbourg, donc là on parle donc de Guéladoué, s'il restait à Strasbourg, ce ne serait pas non plus une mauvaise chose parce que Strasbourg va jouer la Coupe d'Europe, Strasbourg va poursuivre son évolution. Mais déjà, le groupe même de l'effectif de Strasbourg est en train d'évoluer. Strasbourg va perdre plusieurs de ses joueurs importants. Et donc, Guélard, s'il restait à Strasbourg, risque de stagner. Encore une fois, il a fait le tour de la question au niveau de Strasbourg. Et vraiment, il est temps pour lui de passer à l'échéance supérieure. On parle de lui de manière constante du côté de l'Italie également, donc du Milan. Et ce serait un club parfait pour lui. Clairement, il aurait une grosse concurrence, ça c'est certain. Mais justement, c'est vraiment c'est un joueur qui est typiquement dans le cas en fait où il a besoin justement de se remettre en question et d'élargir en fait sa palette. La meilleure manière pour cela, pour se développer, élargir sa palette, diversifier son jeu, euh, prouver donc qu'il a il a les capacités techniques, mentales
notamment de passer donc à l'échelon supérieur, c'est d'être confronté à une bonne concurrence. Et donc, c'est ce qu'il va avoir. Je vous le dis tout de suite, si ce transfert se fait, ce que je souhaite, et que Guéladoué parvient cette saison à s'imposer au niveau de Milan, vraiment, clairement, on a là, le prochain titulaire au poste de latéral droit. Ou en tous les cas, ça va être ça va être très difficile pour Faé de le maintenir sur le banc de touche. Parce que on a un joueur qui a la possibilité d'exploser littéralement. Et s'il parvient à faire ce transfert, on assistera véritablement à l'explosion donc d'un futur cadre de l'équipe nationale. Une autre priorité, un autre joueur qui doit absolument bouger, toujours en défense, mais en défense centrale cette fois-ci, c'est évidemment Ousmane Diomandé. Ousmane Diomandé est l'un des plus gros potentiels du football ivoirien. C'est un joueur dont on parle en matière de transfert chaque année depuis plusieurs années. Euh, Aujourd'hui, lui, clairement, il a fait le tour de la question également donc au Portugal. S'il restait une saison supplémentaire, cette saison-là ne lui apporterait rien de nouveau. Il a déjà tout gagné au Portugal. Il a déjà prouvé qu'il était absolument titulaire, archi-titulaire donc au Sporting. Et il a prouvé surtout que voilà, il avait donc la capacité de passer un cap. Donc il faut absolument qu'il bouge. Alors moi personnellement, contrairement à Pascal, j'estime que s'il part en Angleterre et que il signe notamment à Crystal Palace, c'est pas une mauvaise chose parce qu'en même temps c'est très compliqué. Là par exemple, s'il partait tout de suite là à Arsenal ou à Manchester United, des clubs qui ont démontré de l'intérêt pour lui, ou en Allemagne, etc. Donc dans un gros club, il y a de bonnes chances qu'à son âge, il soit destiné à une place de remplaçant. Ce serait pas une mauvaise chose non plus. Ce serait pas une mauvaise chose parce qu'il apprend, surtout à ce poste-là, il apprendrait donc de joueurs plus chevronnés que lui et donc plus âgés, etc. Et il serait assuré d'avoir un certain nombre de matchs qui lui seraient accordés. Mais s'il va à Crystal Palace, il est assuré, surtout au montant que cela se ferait. On parle d'une quarantaine de millions d'euros. Il serait assuré d'être titulaire à Crystal Palace. Crystal Palace est un club ambitieux qui a de bons moyens, qui a de gros moyens, et qui a l'ambition de jouer dans la première partie du championnat. Ce serait pas du tout un choix à rabais. Il y a un gouffre d'ambition entre Crystal Palace et le Sporting. Donc, et il jouerait un championnat, dans le championnat le plus relevé du monde, la Première Ligue. Donc ce serait pas du tout un mauvais choix. Pas du tout un mauvais choix. Je suis même pas certain d'ailleurs qu'il le ferait que pour l'argent. Qu'il signerait que pour l'argent. Je pense qu'il gagnerait sensiblement la même chose il signait par exemple à Manchester United, etc. Mais Crystal Palace notamment lui garantirait encore une fois une place de titulaire et à l'image par exemple d'Agbadou, qui s'est imposé tout de suite à Wolverhampton et qui a joué un nombre le maximum de matchs en fait, hein, pas compliqué. C'est la meilleure manière de progresser. Enfin, en tout cas, c'est une excellente manière de progresser. Il pourrait donc comment aligner les matchs, etc. Lui également, si il va en première ligue et qu'il s'impose, par exemple à Crystal Palace, ça va être très difficile pour Faye de le maintenir sur le banc. Vraiment, ça lui permettrait de passer un cap. Donc moi, c'est tout ce que je souhaite à, à Ousmane Diomandé, c'est vraiment de pouvoir donc être de pouvoir déjà partir du Sporting et d'accéder dans un club, par exemple, enfin en tout cas de jouer dans un club, dans un championnat plus relevé que celui du Portugal. La première ligue serait parfaite et Crystal Palace serait pas du tout un mauvais choix, bien au contraire. Un autre joueur qui doit absolument bouger et la bonne nouvelle c'est que il a signé donc en tout cas ça a été confirmé aujourd'hui qu'il signait dans un club de première division au Portugal. C'est donc Ghislain Conan. Ghislain Conan donc a signé à Vitoria, je crois. Et ça va donc lui. En fait, tout ce qu'on souhaitait, c'était il signe dans un club, peu importe lequel. Alors, pas un club de deuxième division espagnole comme ça avait été le cas jusque-là, là. Euh, un club qui lui permette donc d'avoir en fait du rythme. Il signe au Portugal où il a déjà joué. Et comment il va donc jouer dans un club donc de première division et
et donc ça va lui permettre donc d'avoir en fait le rythme suffisant pour pouvoir, à mon avis, assurer sa place de titulaire, en équipe nationale. En tous les cas, son duel son duel à distance avec, Opéry, sera intense et c'est parfait pour les 2. C'est vraiment pour nous, en tous les cas, ça un joueur de la valeur de Ghislain Collin, c'est une bénédiction absolue et donc en concurrence avec, Opéry, ils vont juste se bonifier tous les 2 et on est vraiment, vraiment armés, côté gauche et tout ce qu'on souhaitait. Heu, donc heu donc comment mouvement, nécessaire et acquis. Ghislain Collin, c'est parfait donc il devait bouger et il va bouger donc c'est parfait. Ghislain Collin est au Portugal en première division. Un autre joueur côté gauche, enfin qui est à la fois considéré comme défenseur central et défenseur latéral, hem, c'est donc Clément Akpa qui doit absolument bouger, lui également. Il a fait le tour de la question à Auxerre, et il a besoin donc de passer à l'échelon supérieur. Hem, on parlait en début de mercato pour lui du club de Wolverhampton également. Je pense effectivement que l'Angleterre serait vraiment un bon choix. Il évoluait à Auxerre jusque-là. Ce serait pas difficile pour lui de trouver quelque chose de mieux que Auxerre, qui lui permettrait donc d'élargir sa palette. Ça, à la base, c'est un défenseur latéral. Auxerre l'a maintenu dans un espèce de rôle de deuxième stopper. Euh, qui lui a donné de la rigueur défensive, ça c'est une très bonne chose. Là, il a besoin de développer ses compétences sur le côté, donc ses compétences offensives notamment. C'est un joueur qui nous a prouvé qu'il avait la capacité technique pour pouvoir s'imposer à ce poste. Donc, ce serait bien qu'il puisse évoluer dans un contexte qui lui permette donc de diversifier sa palette, que ce soit donc en restant dans le championnat français ou dans un autre championnat comme l'Angleterre ou autre. L'important, c'est qu'il puisse changer de club pour pouvoir justement évoluer dans un autre environnement, un autre contexte footballistique et donc développer sa palette et diversifier donc ses capacités. On a également donc un autre joueur qui doit absolument bouger. Ce sera pas compliqué puisqu'il a de toute façon il n'a pas de club. C'est Jean-Michel Seri. C'est un joueur, c'est le pilier ça a été le pilier du système Faé euh, au moment donc de la Coupe d'Afrique. On a besoin d'avoir un Jean-Michel Seri en rythme. Donc, à l'instar de Ghislain Collin, il faut absolument que Sérgio Michael signe dans un club, idéalement en Europe. Alors, on n'a pas vraiment de nouvelles le concernant, mais c'est ça. Ça c'est vraiment le type de joueur en fait qui a vraiment été, qui a vraiment souffert en fait d'avoir opté pour les pays du Golfe là, parce que c'est certain que en termes encore une fois en termes de rythme, en termes de compétitivité, il a vraiment beaucoup, beaucoup perdu. Et il s'est égaré. Il s'est égaré dans le monde du football. Ce serait vraiment, vraiment bien qu'il puisse donc signer lui également dans un bon club qui lui permettrait donc de franchir donc un palier et d'être prêt pour la Coupe d'Afrique. Tout ce dont on a besoin, c'est d'un Jean-Michel Seri comme Conan, un Jean-Michel Seri en forme, capable donc de rendre des services. Pas nécessairement d'ailleurs en étant titulaire à tous les matchs, mais venir apporter en fait sa palette technique, sa capacité à poser le jeu, que ce soit par exemple en fin de match quand on mène, pouvoir donc poser le pied sur le ballon, euh, etc. Donc on a besoin d'un Jean-Michel Seri en forme et donc pour ça il faut qu'il signe dans un club pour pouvoir être de nouveau l'homme orchestre de cette sélection. Un autre joueur qui doit absolument bouger, même si je le considère comme étant aujourd'hui sorti de l'équipe, hein, honnêtement, je vois pas comment est-ce qu'il pourrait être dans la liste des 23 s'il n'y a pas de blessés, etc. C'est Jean-Louis Daoulou. Jean-Louis Daoulou aujourd'hui n'a plus de club, donc il a besoin donc de signer dans un club. C'est un joueur qui rend des services, comme ça a été le cas par exemple quand on a joué contre le Burundi au Maroc. On avait besoin d'avoir un joueur d'appoint pour pouvoir assurer donc les replis défensifs dans un système en 3-4-3.
il a été là pour ça, pour pouvoir casser, etc. C'est sûr que, de mon point de vue, c'est un joueur qui a un volume trop limité pour pouvoir être dans une équipe aussi ambitieuse que la Côte d'Ivoire. Mais de toute façon, aujourd'hui, donc pour pouvoir rendre des services à nouveau, il a besoin de trouver un club. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans la liste. Autre joueur, par contre, qui doit absolument bouger à mes yeux pour pouvoir franchir un cap, parce que c'est un joueur qui a un avenir brillant, selon moi. C'est Baba Diomandé, Mohamed Diomandé, qui est évidemment archi titulaire aux Rangers. Il a fait le tour de la question aux Rangers. Aujourd'hui, un club comme Everton le veut absolument. Ils lui ont fait faire, de ce que j'ai vu, une batterie de tests pour s'assurer de sa forme. Mais il a déjà montré l'année dernière que ses blessures étaient de l'histoire ancienne pour lui. Alors on touche du bois pour lui, hein. Mais il a été très peu blessé. Il a beaucoup joué. Il est rayonnant au milieu de terrain des Rangers. Donc il n'y a aucune raison qu'il ne le soit pas dans le milieu de terrain des éléphants. Pour cela, il a besoin de passer un cap. Euh, une équipe comme Everton serait un très bon tremplin pour lui parce que ça lui permettrait, d'intégrer donc lui également donc la première ligue, un championnat qui est très relevé, et ça lui garantirait dans ce championnat d'avoir une place de titulaire qui pour un jeune joueur comme lui est absolument parfait. Si Everton le recrute, c'est pas pour le mettre sur le banc, ce sera pas pour le mettre sur le banc. Ils vont mettre le budget pour ça, son transfert. Ce sera donc pour pouvoir le faire jouer. C'est un système qui est assez, enfin, un type de football qui est assez proche de ce il a connu donc aux Rangers. Donc, ce serait parfait pour lui. Moi, je le voyais bien également en Allemagne. Il pourrait également s'imposer en Allemagne. Mais je trouve que, en tous les cas, un club comme Everton, ou en Allemagne, Stuttgart, les choses comme ça sont des clubs en fait à la bonne dimension pour lui, des clubs qui ont quand même une certaine ambition et qui comment n'ont pas un effectif dans lequel la concurrence lui interdirait l'accès en fait à un poste de titulaire. Donc ça c'est une très bonne chose, qu'il puisse jouer, qu'il puisse intégrer donc un nouveau championnat, un championnat compétitif et qu'il puisse donc avoir une place de titulaire assurée. Un autre joueur au milieu de terrain qui doit absolument bouger selon moi, c'est Mario Dorgeles. Mario Dorgeles qui donc frappe toujours un peu plus aux portes de la sélection. Dans la liste qu'on avait faite récemment, la liste des 23, c'est vrai que si par exemple un Jean-Michel Seri était sélectionné, ça fermerait la dernière place disponible pour notamment un joueur comme Mario Dorgeles. Mais il garde ses chances d'être de participer à la CAN 2025. Notamment si déjà si on a des blessés ou si la liste est élargie, de 23 est élargie à 25 par exemple ou 26 joueurs. Là à ce moment-là donc un Mario Dorgelès aurait totalement sa place. Il fait partie de l'élite du football ivoirien. Il fait tellement partie de l'élite du football ivoirien qu'aujourd'hui c'est l'un des joueurs qui a le plus gros potentiel. On a en début en début de mercato, mais il y a encore il y a environ 3 4 semaines. Euh, on l'évoquait notamment, on évoquait un intérêt du Borussia Dortmund pour lui. On a, également été évoqué en première ligue, notamment avec Chelsea, qui a des liens avec Nordjylland. Chelsea, Arsenal, qui sont en lien donc avec son club danois. Il est absolument tout ça parce que en fait il a fait une très belle saison au Danemark et aujourd'hui donc c'est l'un des prospects les plus importants de Nordjylland. C'est l'un des joueurs les plus bankable que Nordjylland donc parviendrait donc à négocier au meilleur prix. Donc il a fait le tour de la question au Danemark. C'est très important pour Dorgelès aujourd'hui de passer un cap et donc de pouvoir évoluer à un niveau plus élevé. Selon moi, ce serait vraiment pas une bonne idée d'aller dans un club comme Chelsea, par exemple, avec une concurrence absolument démentielle. On voit un joueur, enfin, c'est le genre de club à plus de 40 à un effectif de plus de 40 joueurs. Il perdrait plus son temps qu'autre chose là-bas. Il serait de toute façon immédiatement prêté, etc. Ce serait compliqué. Le plus simple pour lui serait de suivre les traces de ses prédécesseurs, de joueurs qui ont sensiblement le même profil que lui, comme par exemple, pourquoi pas par exemple un Malik Yalkoué par exemple,
qui a pris le temps d'aller en Autriche et de s'y imposer. Alors, il ne s'agit pas d'aller en Autriche forcément ou même en Suisse, etc. Mais même en Bundesliga, en fait, donc en Allemagne, en France ou même s'il veut absolument en Angleterre, le plus simple pour lui serait de se prendre un club, un club moyen, un club qui lui assurerait une place de titulaire, un peu comme on disait pour Mohamed Diomandé par exemple. Euh, Aujourd'hui, l'important pour lui, c'est d'empiler les matchs, c'est de jouer match après match. Alors bien sûr, de jouer dans un club où sa technique va pouvoir être utilisée. Hein. Il ne s'agit pas de, de faire n'importe quoi non plus. Euh, mais c'est ça, il est arrivé à un stade de sa carrière où il faut qu'il soit bien conseillé pour pouvoir signer dans un club pas trop clinquant, qui lui imposerait une trop grosse concurrence. C'est important quand même qu'il ait de la concurrence pour pouvoir justement passer ce cap-là là, et se faire violence et, euh, et donc sortir de sa zone de confort. Mais faut vraiment trouver le juste milieu. Donc en tous les cas, très important selon moi, de partir de Nordsjælland pour pouvoir donc se jauger en fait à un échelon supérieur, et je pense qu'il en a totalement la capacité. Un joueur comme Dorgelès, si il parvient donc à faire à franchir ce cap-là, à franchir cette marche-là, sera non seulement pour la CAN, mais surtout en prévision de la Coupe du Monde l'année prochaine, clairement un joueur à considérer dans la sélection nationale de Côte d'Ivoire. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute et on a hâte de le voir donc à un plus haut niveau. Un autre joueur qui doit absolument bouger, selon moi, donc ça, on en est déjà donc là, et là on parle des priorités. Hein. Vraiment, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup que j'ai mis de côté. On va les évoquer tout à l'heure. Par exemple, on peut le faire dès maintenant. On n'a pas parlé de Singo, on n'a pas parlé de Ndika, on n'a pas parlé de Franck Kessié, qui a récemment donc dont le nom a été évoqué en Italie. Tout cela en fait ne sont pas des priorités en tant que telles, parce que ils évoluent dans des clubs qui leur permettent d'évoluer déjà à un bon niveau, qui leur garantissent une place de titulaire, et, euh, et donc ils n'ont pas nécessairement besoin de passer un cap. On peut rajouter à cette liste donc de joueurs qui n'ont pas nécessairement besoin de bouger absolument. Un joueur comme Malik Yacouyé, un joueur comme Guessant, un joueur comme Haller, un joueur comme Diallo, un joueur comme Konaté Karim. Ces joueurs, on ne les évoque pas. Ok. On ne parle que des joueurs dont la priorité absolue est de partir de leur club, et on en est déjà au 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9e joueur. Et donc là, on va évoquer le 10e joueur parmi eux. Donc sur un effectif de 23, on a plus de la moitié de l'effectif. Ben là, enfin, au total, en fait, toute la liste que j'ai fait pour les fins de cette analyse-là, en fait, c'est de 28 joueurs. Mais c'est ça, on a quasiment un joueur sur trois qui doit absolument partir de son club. Donc c'est vraiment quand même un mercato crucial aujourd'hui. Mais comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune exagération. Tous ces joueurs-là, en fait, ont vraiment besoin de bouger parce qu'ils ont prouvé dans leur club qu'ils avaient en fait le niveau pour pouvoir évoluer à un échelon supérieur. Donc parmi eux, donc le 10e joueur, ça va être donc Ahmed Junior Traoré, qui c'est le 10e joueur de la liste et que, comme par hasard, il évolue au poste de 10. C'est vraiment un joueur qui, à Auxerre, a déjà fait une très très belle saison cette année. Il a prouvé que il était venu le temps pour lui en fait de passer à autre chose et de prouver sa valeur à un niveau supérieur. Euh, c'est un joueur qui est très précieux pour nous parce que c'est vraiment l'unique. Alors bien sûr, il y a également Parfait Guillagon qui a donné satisfaction d'ailleurs au Canada, mais c'est l'unique 10 dont on dispose et qui nous permettrait donc d'évoluer en fait à un très très bon niveau, un niveau international. Donc c'est un joueur qui est très important pour nous, et à Auxerre, il a montré qu'il avait donc toutes les capacités pour pouvoir s'imposer dans un championnat de haut niveau. Donc qu'il reste en Ligue 1 dans un club plus huppé que Auxerre, qui évolue à peu près qui évolue dans la deuxième moitié du classement. Donc, s'il était capable il était capable d'évoluer dans un club évoluant dans la première moitié du classement, comme par exemple Rennes, comme Strasbourg, euh, Lens, etc. Donc, un club supérieur à Auxerre, c'est pas quelque chose qui est archi difficile à trouver.
ce serait vraiment une bonne chose pour lui. Et aujourd'hui, justement, on a appris que Marseille s'apprêtait en fait à, effect- à faire une offre pour lui, une offre de mémoire de 12 millions d'euros. Si cette offre était acceptée par Rockstar, ce serait vraiment une excellente nouvelle pour Ahmed Junior Traoré. Alors c'est sûr qu'il y aurait un peu de concurrence, mais clairement il serait en mesure de s'imposer à Marseille, il jouerait la Coupe d'Europe. Ce serait vraiment vraiment mais vraiment une excellente nouvelle pour notre sélection que Ahmed Junior Traoré bah, puisse faire l'étalage de toutes ses capacités, de son explosivité, de sa vista, de sa vision du jeu. euh, sur les bords de la Méditerranée. Au stade Vélodrome. Donc ça, ce serait vraiment une très bonne chose. Et en tous les cas, Ahmed Junior Traoré est vraiment arrangé dans la catégorie des joueurs ivoiriens qui ont vraiment besoin de bouger lors de ce marché des transferts pour pouvoir passer un nouveau cap. Un autre joueur très important pour nous et qui doit absolument partir, alors lui, c'est pour des raisons différentes, c'est Adengra. Adengra a évidemment on le sait tous, qu'il a largement le niveau non seulement de s'imposer à Brighton, ce qu'il a déjà fait l'année dernière, en 2023-2024, mais également parce qu'en fait, il s'est retrouvé confronté à des choix d'entraîneur euh, qui, selon moi, ne relevaient pas uniquement de critères sportifs. Il a été largement désavantagé par le fait que voilà, il a éclos sous l'ancien entraîneur donc de Brighton qui est parti justement à Marseille de Zerbi et il est pas du tout rentré dans les plans de son successeur. Alors, c'est des choses qui arrivent hein, dans le football professionnel. On n'est pas obligé de plaire à tout le monde. Par contre, il faut savoir se séparer au bon moment. Moi, j'estime qu'il aurait dû partir dès le mercato d'hiver. Alors, les choses n'ont pas pu être faites ainsi. Là, il est absolument crucial qu'il s'en aille. Je considère, moi, que le championnat anglais n'est pas fait pour lui. Il a un style de jeu, il a une morphologie qui ne convient pas au championnat anglais. Euh, Est-ce que, par exemple, s'il signait à Marseille et qu'il retrouvait des arbitres, ça lui conviendrait? Parce qu'il faut savoir que les défenses françaises sont très rugueuses. La Ligue 1 est un championnat qui est extrêmement rugueux. Est-ce que ce serait une bonne chose pour lui? L'avenir nous le dira. Je pense qu'il y a de bonnes chances qu'il signe à Marseille pour remplacer Luis Enrique qui est parti en Italie, je crois, à l'Inter de Milan. Euh, donc, il y a une place toute faite qui l'attend donc à son poste, sous les ordres de Zerbi, donc un entraîneur qui l'apprécie. Donc, ce serait un excellent contexte pour lui. Ceci dit, s'il signait par exemple en Bundesliga, un championnat où il y a davantage d'espace, etc., ça n'aurait pas non plus été une mauvaise chose. En tous les cas, donc s'il part déjà s'il quitte Brighton pour un autre club compétitif, c'est déjà une excellente chose. C'est même une urgence, c'est absolument capital. Donc, on souhaite qu'il s'en aille et s'il signe à Marseille, ce serait vraiment une très bonne chose. Et donc, le dernier joueur que j'ai voulu mettre sur cette liste, c'est donc Béni Traoré. Béni Traoré qui en Suisse a démontré, donc à Bâle, a démontré qu'il avait su rebondir après son échec à Nantes. Il a eu l'intelligence de reculer pour mieux sauter. Il a eu l'intelligence donc de quitter le championnat de France pour refaire ses gammes dans un championnat plus, plus, euh, plus abordable, moins exposé également, plus sain, un environnement relativement sain qui a donné toute la sérénité, etc. Pour s'imposer. Et il a réussi son pari. Vraiment, c'est quelque chose à faire. C'est une attitude à féliciter. C'est une grande une preuve de grande intelligence. Et c'est un joueur sur lequel on va pouvoir compter dans les années à venir parce que justement, voilà, c'est pas le tout d'avoir dans le football professionnel. C'est très bien d'avoir du talent, c'est essentiel d'avoir du talent, mais c'est important d'avoir aussi une tête bien faite. Et c'est le cas de Benny Traoré. Il a eu l'intelligence et l'humilité encore une fois, de reculer pour mieux sauter. Donc là, aujourd'hui, il est venu le temps de sauter, justement, et donc de passer un cap. S'il restait à Bâle, il jouerait la Coupe d'Europe. Ce serait pas une mauvaise chose non plus, c'est vrai. Ce serait pas une mauvaise chose non plus. Moi, je pense qu'il est capable d'aller à l'échelon supérieur. Est-ce que c'est dès ce mercato? Est-ce qu'il faut encore attendre une année?
C'est possible. C'est le dernier joueur que je voulais mettre dans cette liste parce que justement, il assure une espèce de transition entre donc l'urgence donc de bouger et la possibilité de bouger. C'est pas forcé, mais il va falloir qu'à un moment donné, lui aussi, il passe ce cap-là. Ce sera peut-être pas cette année, peut-être donc peut-être effectivement l'année prochaine, mais il a en tout cas les moyens donc de réussir. Donc ça fait une bonne transition pour ensuite donc le la catégorie donc des joueurs qui peuvent bouger. Donc là, on avait la catégorie des joueurs qui doivent absolument bouger. Là, on a la catégorie intermédiaire des joueurs qui peuvent bouger. Hem, Généralement, ce serait un mouvement lors de ce mercato serait une bonne chose, mais c'est pas non plus obligatoire. C'est tout à fait le cas, par exemple, pour un joueur comme Wilfried Singo, qui évolue donc à Monaco. Wilfried a fait le tour hein, de la question à Monaco. Il a démontré il avait non seulement évidemment le niveau pour être titulaire dans cette équipe, mais également donc, le niveau pour pouvoir passer donc à l'échelon supérieur. Par contre, pour lui, c'est relativement compliqué parce que euh, Monaco est un très bon club, un club qui prouve qu'il a de l'ambition. Par exemple là, donc en recrutant en faisant revenir donc Paul Pogba. Alors c'était un pari, hein. Il est tout à fait possible que après tant d'années, je pense que ça fait 2 ans qu'il a absolument pas joué, mais même sa dernière année vraiment compétitive à Paul Pogba remonte à 4 ans, donc c'est sûr que c'est un pari. Il est possible que ce soit un échec, mais c'est un joueur ça a été un joueur de classe mondiale, donc il ne peut pas avoir tout perdu même en l'espace donc de 3-4 ans. Toujours est-il que le recrutement donc de Paul Pogba démontre que Monaco est un club ambitieux. C'est un club qui va se renforcer pour pouvoir évoluer donc au plus haut niveau en Europe. De mémoire, il a fait partie. Monaco était dans les 10 ou 15 premiers clubs de la Champions League. Donc on parle d'un club de très très haut niveau. Et Singo en est titulaire. Singo va jouer et assurer d'être titulaire. Il jouera, s'il reste à Monaco, il jouera la Champions League. Donc, pourquoi, s'il doit bouger, c'est pour un club vraiment de tout premier plan en Europe. Quand on part de Monaco, c'est pour pouvoir jouer au PSG, par exemple, quand on reste en championnat français, ou alors dans des clubs comme, encore une fois, Manchester City, pas Manchester United, mais Manchester City, donc plus haut que Manchester United, Manchester City, Arsenal, des clubs voilà, le Bayern, etc. Soit il a la possibilité non seulement d'intégrer ces clubs-là, mais en plus il a l'assurance d'avoir un statut de titulaire. Ou alors, en fait, mieux vaut rester à Monaco. Mieux vaut rester à Monaco et puis être assuré de jouer 35-40 matchs au plus haut niveau dans un club qui a l'ambition de faire une grande saison. Donc, Wilfried Sego peut bouger, mais c'est pas non plus nécessaire absolument. Euh, un autre joueur dans ce cas-là, c'est Evan Ndika. Évidemment, Evan Ndika, c'est le patron absolu de la défense ivoirienne. C'est vraiment un joueur. C'est même pas un joueur essentiel, c'est le socle par excellence. Mais j'estime que Ndika est dans le même cas. Il s'agit pas de bouger pour bouger. Et quand bien même Ndika bougerait, encore une fois, il ne s'agit pas en aucune manière d'être un remplaçant. Par exemple, on évoquait Ndika à Paris. Bon, déjà, Paris cherchait un gaucher alors que Ndika l'inverse. Paris cherchait un droitier alors qu'Indika est gaucher. Donc déjà, le profil ne correspondait pas réellement. Mais même, quand même il serait allé à Paris, il y a déjà deux titulaires en puissance avec Pacho et Marquinhos. Ça n'aurait pas forcément été une bonne idée d'aller à Paris pour évoluer dans le rôle de remplaçant. Donc, euh, très important de saisir les opportunités, mais il ne s'agit pas non plus d'aller s'enfermer dans un second rôle quand on peut jouer les premiers rôles à la Roma. Mais c'est certain que vraiment, Ndika a démontré que il avait fait le tour de la question à la Roma et qu'il avait qu'il a les moyens de pouvoir aspirer à mieux. Après, la Roma a fini cinquième du championnat italien. Donc ça va lui garantir donc
un statut d'Européen. Donc la Roma va pouvoir jouer à la Coupe d'Europe, mais pas la Champions League. Donc voilà, c'est sûr que si il pouvait donc signer dans un club qui joue à la Champions League, ça lui permettrait clairement de passer un cap supérieur. Là, il va jouer la Ligue Europa. C'est pas non plus une mauvaise chose parce qu'il est assuré de toute façon d'être titulaire. Et donc ça lui permettrait donc de jouer donc de manière très régulière, parce qu'il faut encore une fois, faut pas faire d'erreur. La Côte d'Ivoire va jouer la CAN en décembre. Si il arrive dans un club où les deux postes de défenseurs centraux sont déjà pris, ça veut dire pendant 3-4 mois avant la CAN, en fait, il ne jouera pas ou que très peu. Pareil, à la fin de l'année, c'est la Coupe du Monde. S'il doit jouer il doit vivre une saison mi-figue mi-raisin parce qu'il a un statut de remplaçant, c'est pas la meilleure manière de préparer la Coupe du Monde. Alors que là, à Rome, il maîtrise le contexte. Il va quand même jouer dans un championnat évidemment compétitif, mais également dans une Coupe d'Europe euh, qui va le maintenir dans un niveau d'exigence élevé. Rester à Rome n'est pas non plus une mauvaise chose. Donc il peut bouger. Il s'agit pas de bouger il s'agit pas de bouger absolument. Un autre joueur que j'ai mis dans la liste des peu bouger alors que non, non, il devrait être vraiment dans les doigts joués, c'est Jean-Philippe Bamin. Alors, pour une autre raison, moi je le considère comme faisant plus ou moins partie de l'effectif. Honnêtement, clairement, si on a tous les joueurs disponibles, et notamment Seri et tous les autres, si personne n'est blessé, Jean-Philippe Bamin ne fait pas partie des 23. Et entre Malik et faire rentrer, si on a accès par exemple à 25 joueurs, et que donc les deux derniers postes doivent être occupés par des jeunes comme Dorgelès et Malik Alcouyer, je préfère vraiment garder donc Jean-Philippe Mamin à la maison. Mais c'est un joueur qui peut nous être très utile parce qu'il peut jouer à la fois en défense centrale et au milieu de terrain. Et ça y compte beaucoup sur lui apparemment. Donc c'est une très bonne chose qu'il se trouve un club, parce qu'en fait aujourd'hui il est sans club, donc il n'a pas d'autre choix que de bouger, et donc d'accepter l'offre, je crois que Angers donc lui a faite pour pouvoir donc jouer dans ce club et ce serait une très bonne chose. Vraiment, lui, il passerait un cap en passant de Zurich à Angers. Il y a absolument aucune contestation. Ce serait une très bonne chose pour Jean-Philippe Bamin, à savoir où est-ce qu'il jouerait à Angers. Est-ce que parce que Aoulou donc a quitté Angers, est-ce que ce serait pour remplacer donc Aoulou? Donc à ce moment-là, il retrouverait donc son poste de 6, ce qui selon moi est une très bonne chose parce que nous, en termes de défenseur central, si on joue en 4-4-3, en 4-3-3, dans notre 4-3-3 habituel, si on joue donc avec juste deux défenseurs centraux, il n'est pas utile d'avoir Gbamin en défense centrale. On a déjà Agbadou, Ndika, Diomandé et Kossounou qui font le boulot, qui sont des monstres sacrés. Je vois pas où Gbamin peut venir s'intercaler en défense centrale si on a une défense centrale à deux. Donc, s'il bouge, et il faut qu'il bouge parce qu'encore une fois, il a rempli son contrat donc avec donc Zurich. Enfin, il arrive au terme de son contrat avec Zurich et donc s'il remplace Aoulou à Angers au poste de milieu défensif de 6, ce serait absolument parfait pour nous parce que c'est vraiment là où on a besoin de lui. Donc, ce serait vraiment une bonne chose. Donc, Jean-Philippe Bamin est arrangé dans l'autre liste, dans la liste des urgences, de ceux qui doivent absolument bouger. Et c'est bien ainsi. Un autre joueur qui peut bouger, mais personnellement, honnêtement, si je devais le conseiller, je lui conseillerais de rester, même si je n'étais pas d'accord avec son choix, avec le choix d'aller en Turquie. Donc, on parle ici de Christopher Operi, qui a choisi donc d'aller s'exiler donc en Turquie. Alors, c'est sûr qu'il a opté pour un club qui était plus huppé que son club du Havre, mais je n'ai vraiment pas compris pourquoi est-ce qu'il avait même quitté le championnat de France. Il aurait très bien pu, surtout à ce poste-là, c'est un poste qui est quand même relativement recherché. Et il faisait partie il comptait parmi les meilleurs joueurs les meilleurs latéraux gauche du championnat de France. Il aurait très bien pu trouver un club compétitif, plus compétitif que le Havre. Il aurait très bien pu trouver un club français pour évoluer à ce poste. Alors c'est sûr que il y a des chances que ce soit aussi pour des questions salariales. Et ça, c'est vrai que bon, à son âge, je crois qu'il a 27 ans, l'argent aussi compte, ça c'est certain. Donc personne ne peut lui en vouloir donc d'avoir opté sur ce choix. Aujourd'hui, il est en Turquie. Il s'est imposé. Je l'ai mis un peu bougé, mais vraiment, honnêtement, si je devais lui conseiller quelque chose, ce serait donc de rester sur place. Un autre joueur à qui
En tous les cas, un autre joueur que j'ai mis dans la catégorie intermédiaire, donc des joueurs qui peuvent bouger, mais qui pourraient très bien rester également. Ça peut surprendre, mais ce serait Franck Kessié. Franck Kessié donc apparemment donc a des touches avec la Roma. La Roma serait intéressée donc à le faire revenir en Europe. Et ce serait une excellente chose. Personne ne pourrait dire l'inverse. Ce serait une excellente chose que notre capitaine puisse effectivement retrouver le rythme européen, s'échelonner à nouveau donc au plus haut niveau et, euh, et arriver donc ultra compétitif en décembre donc à la CAN. Est-ce que ce serait une bonne chose absolue pour nous? Oui, mais en même temps, honnêtement, de tous les joueurs qui ont opté pour les championnats donc du Golfe, Franck Kessié est vraiment celui qui a su se maintenir au plus haut niveau. Il a, avec Al Hilal, je sais plus si c'est Al Ahly ou Al Hilal, euh, fait une saison absolument phénoménale. Il a gagné la Coupe d'Asie, il a tout gagné dans son championnat, etc. Et vraiment, il s'est maintenu à un très haut niveau. Lorsque je l'ai vu à Toronto, je lui ai posé la question de savoir si il comptait donc, si c'était pas un problème selon lui au niveau physique de rester en Arabie Saoudite et il me disait que qu'il avait qu'il avait conscience du fait que athlétiquement c'était moins demandant, mais qu'il se sentait très bien physiquement et que ça jouer donc dans son club lui avait permis de rester compétitif. Et c'est vrai, à chaque fois qu'il vient en sélection, on voit qu'il est capable donc comme avant de maintenir ce groupe, de leader ce groupe littéralement, athlétiquement. C'est une très grande différence, par exemple, avec Seko Fofana, par exemple. Athlétiquement, vraiment, Kessié est resté à un très très bon niveau. Mais c'est aussi parce que il a des aptitudes naturelles qui, quel que soit le contexte, lui permettent de se maintenir à ce niveau-là. C'est aussi certainement une excellente hygiène de vie. Mais clairement, si il faisait le choix donc de revenir à la Roma, personnellement, un athlète tel que lui, je n'ai aucun doute qu'il serait capable de passer de nouveau donc le cap physique des championnats européens. Et il serait donc, il parviendrait là à s'imposer. Vraiment, s'il vient à la Roma, ça va vraiment être passionnant de voir à quel point ce joueur-là